Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette 5e édition du procès fictif qui ont lieu chaque année au Pré Saint-Gervais depuis 2020 maintenant. Avant de commencer à parler du procès en lui-même et du jury, je voulais commencer par remercier la mairie de nous avoir permis de faire ce procès dans ce stade cette année. Le sujet s'y prêtait. Je sais que ça n'a pas été facile de libérer le stade avec les entraînements des féminines juste après. Donc je tenais à remercier tout particulièrement le PPG et la mairie du Pré Saint-Gervais pour leur résilience et leur capacité à s'adapter à nos besoins. Merci beaucoup. Cette année, on a décidé de faire le procès de Maradona. L'année dernière, c'était le procès du printemps arabe. Et on se dit que cette année, on devait faire le procès d'une personne. Et quoi de mieux qu'après les JO, après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, quoi de mieux que d'honorer le football et une figure comme celle de Maradona. Je tenais à vous dire que c'est pas le procès seulement de Maradona qu'on fait aujourd'hui, c'est le procès d'une cause. C'est celle du football. C'est avant tout la sacralisation, tout ce qu'il y a autour du football qui va être aussi questionné et mis sur le banc de l'accusation. Alors avant de vous énumérer les chefs d'accusation, je vais vous présenter très rapidement les membres du jury. Je vais commencer par Xavier de Bonaventure. Xavier de Bonaventure est maître de conférences en droit public, en droit constitutionnel. Il mériterait beaucoup d'applaudissements pour son travail et pour ce qu'il apporte. Merci beaucoup Xavier. Lara Atia était là il y a 3-4 ans. Que vous dire sur Lara, si ce n'est qu'elle est diplômée cette année en droit humain, en droit international des humains, et qu'elle prépare le barreau. Alors moi j'ai connu Lara lors des concours d'éloquence. Elle préparera l'introduction, elle fera l'introduction de la joute du jury qui aura lieu juste après l'intervention des orateurs. Donc je vous demande de rester jusqu'au bout pour écouter également les membres du jury qui vont plaider sur un sujet. Et ça me fera une transition parfaite puisque Lara, je l'ai connue lors du procès de Louis-Ferdinand Céline. Elle était à la défense, ce qui n'était pas facile. Donc je vous demande de l'applaudir également. Maître Le Borgne, quand les chevaux du temps s'arrêtent à ma porte, j'hésite un peu toujours à les regarder boire, puisque c'est de mon sang qu'ils étanchent leur soif. Moi, je l'ai regardé passer ce temps, et je vous ai observé plaider, et c'est ce qui m'a nourri. Vous êtes l'une des figures qui m'a inspiré, et qui fait qu'aujourd'hui, j'essaye, à notre échelle, à notre association, d'organiser ces concours d'éloquence. Je pourrais citer d'autres noms, mais les prestations que j'ai vues de vous au procès de Céline, au procès de Jean-Jacques Rousseau, donc les projets dans lesquels on a collaboré ensemble, m'ont beaucoup impressionné et m'ont inspiré, et continuent de m'irriguer aujourd'hui. Donc, Maître Le Borgne est avocat au barreau de Paris. Je vous passe sa clientèle, vous regarderez sur Wikipédia. Je vous demande simplement de l'applaudir, le vice-bâtonnier. Alors, le programme. Maradona est sur le banc de l'accusation. Il sera incarné par Talel, et je vous demande de l'applaudir. Parmi les chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui, il y a l'usage et la consommation de stupéfiants, les violences volontaires, la tricherie, la collusion avec la mafia et les dictateurs de ce monde, la tentative de divinisation, sous-entendu, Maradona est quelqu'un qu'on divinise, qu'on idolâtre, donc ce sera le procès de l'idolâtrie également. Pour les avocats de l'accusation, nous avons Mamadou et Yacine. Je vous demande d'applaudir Mamadou et Yacine, s'il vous plaît. À la défense, nous avons Zahir et Naïl. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Et pour commencer ce procès, je vais appeler à la barre le premier témoin et le seul de ce procès, un ami
de Diego Armando Maradona, Fidel Castro, joué par Diogo Keita. Mesdames, Messieurs du tribunal populaire, je ne suis pas ici pour demander votre pitié. Je ne suis pas ici pour enjoliver l'histoire, je suis ici pour la défendre. Je suis Fidel Alejandro Castro Ruz, chef d'État, avocat, commandant, révolutionnaire et témoin. Témoin d'un homme qu'on ne juge pas pour ses fautes, mais pour ce qu'il dérange. Je suis ici pour mon ami Diego Armando Maradona. Si j'en crois les chefs d'accusation, on est en train de juger un homme du peuple comme s'il était un PDG de multinationale et qui aujourd'hui se permet de faire la leçon. Vous dites tricherie? Très bien. Mais alors, condamnons aussi l'histoire. Car ce que Diego a fait avec sa main, vos empires l'ont fait avec des canons, des traités, des marchés. On appelle ça la main de Dieu? Peut-être. Mais moi, je vous le dis, c'était surtout le pied du peuple qui a frappé l'arrogance coloniale. Ce but, ce n'est pas de la tricherie, c'est une réponse. C'est la revanche des pauvres sur l'histoire. Ce jour-là, Diego a parlé pour tous ceux qu'on n'en écoute jamais. Avec son pied gauche, il a réécrit une page que les manuels d'Angleterre ont préféré oublier. Appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça de la justice populaire. Vous dites drogue, excès, scandale. Mais que fait un homme qui tombe? Il se relève. Maradona est tombé, oui. Mais combien d'entre vous peuvent dire qu'ils se sont relevés avec autant de courage? S'il faut condamner tous les hommes brisés par la célébrité, tous ceux qui ont cédé à l'autodestruction dans un monde qui les broie, alors préparez des milliers de cellules. Et surtout, commencez par enfermer le système. Un système qui vend du rêve et condamne ceux qui s'y perdent. L'Occident pardonne à ses rockstars, à ses politiciens corrompus, à ses banquiers. Maradona, lui, il était argentin, trop brun, trop rebelle, trop sincère. Alors on ne lui a rien pardonné. Vous dites collusion avec des dictateurs. Alors je ris, doucement mais profondément. Car ce que vous appelez collusion, moi je l'appelle solidarité internationale. Oui, Diego est venu à la Havane. Oui, il a soutenu Chavez, moi-même et bien d'autres. Et pourquoi? Parce qu'il savait que notre lutte n'était pas pour le pouvoir, mais pour la dignité des oubliés. Maradona, ce n'est pas un dieu, c'est un humain qui refusait de se déshumaniser. Et c'est pour cela qu'il m'a serré la main. Parce qu'il a reconnu en moi un frère dans la lutte, un homme qui, comme lui, n'a jamais voulu plaire aux puissants. Vous parlez de justice. Très bien. Maradona était un rebelle, un excès de sincérité dans un monde trop bien coiffé. Il a mis des buts, oui, mais il a surtout mis des points sur la table. La CIA a tout essayé pour me tuer ou me faire disparaître. Et malgré ça, je suis toujours là. Je parle, j'existe, ça les rend fous. Et vous attendez de moi que je vienne juger Maradona. Soyons sérieux. Le vrai poison, ce n'est pas dans les cigares, c'est dans vos médias. Contre l'armada médiatique occidentale, que peut-on faire? Rien. Et vous, la France, vous vous dites libre. Votre liberté, c'est un 28 mètres carrés, une télé, des pâtes chaque soir, pendant que vos dirigeants s'enrichissent. Est-ce ça vraiment la liberté? Et vous, venez ici juger un pauvre qui a juste voulu vivre dignement. Moi, je dis que Diego, c'est un révolutionnaire du football. Je l'appelais le Che Guevara du sport. Tu portais même son visage tatoué sur ton bras droit. Parce que tu étais comme lui. Toi aussi, tu as dérangé. Toi aussi, tu as résisté. Toi aussi, tu es resté proche du peuple. Et même si ce tribunal te déclare coupable, le peuple, lui, t'a déjà fait sang. Merci. Monsieur le leader Massimo, vous déclarez au fond être davantage soucieux de la dignité des oubliés. Bien sûr, on n'est pas là pour faire votre procès, mais est-ce que c'est vraiment compatible avec le culte de la personnalité que vous aviez instauré à Cuba? Je préfère ne pas me prononcer, car ce n'est pas mon procès comme vous venez de le dire. Merci.
vous avez l'expérience du commandement et vous nous avez dit que la célébrité dont vous-même avez fait l'expérience pouvait conduire à un moment où les hommes étaient broyés, disiez-vous à propos de Maradona. Est-ce que la célébrité est une excuse pour tomber dans l'immoralité? Non, ce n'est pas une excuse, mais je pense que la célébrité peut aussi vite monter à la tête et que c'est difficile à gérer. Et ce qui peut être tout à fait compréhensible. Je pense que si demain vous étiez peut-être plus célèbre que moi ou Maradona, peut-être que vous auriez du mal à gérer toutes ces lumières. Vous nous avez présenté Maradona comme un soutien du peuple. Au fond, j'allais dire presque comme un collègue. Oui. Est-ce qu'au fond, votre indulgence n'est pas une forme de camaraderie politique qui ferme les yeux sur ce qui ternirait le personnage qui le soutient? Je ne pense pas, parce que tout être humain est un peu blanc, un peu noir. Et en dehors de la camaraderie, je pense qu'il est pardonnable, comme chacun de nous tous. Merci. Alors, ce procès va maintenant se poursuivre sur l'accusation. Donc on va d'abord écouter les deux avocats de l'accusation. Et j'appelle le premier d'entre eux, Yacine. En Argentine, Maradona, c'est un peu un dieu pour certaines personnes, mais pour tous, c'est au moins le roi. Mais la loi est comme la mort, elle ne fait pas de différence entre les sujets et les rois. Mesdames, messieurs, membres de ce jury populaire, honorable jury, de ces mots de Victor Hugo s'ouvre mon réquisitoire. Car aujourd'hui ne se joue pas le procès d'un simple homme, mais celui d'un joueur. Pas celui du génie, mais celui des choix. Et quel choix! Mon confrère Mamadou va vous présenter ce que l'instruction a permis de démontrer, les faits reprochés à Diego Armando Maradona de la période de 1991 à 1997, qui parlent d'eux-mêmes. Usage et consommation de stupéfiants, collusion avec la mafia italienne et avec Fidel Castro, qui lui-même considère qu'un échange de cocaïne à l'international est une forme de solidarité à l'international, et violence volontaire avec l'usage d'une arme. La vie de Maradona est une vie menée dans l'excès, la vanité et le mépris total des règles. En même temps, quand on se croit Dieu sur terre, on ne se soumet plus aux lois des hommes, non? Alors, officiellement, il réfutait l'idée qu'on le prenne pour un dieu. Je le cite. « Beaucoup disent de moi, tu es Dieu. Et moi je leur réponds, vous dites n'importe quoi. Dieu est Dieu, et moi je ne suis qu'un simple footballeur. » Mais, officiellement également, il n'était pas contre cette idée. Je le cite à nouveau. « Ici oui, je me sens Dieu. Je me sens Dieu. Je ne me sens absolument pas Dieu. Mais si les gens veulent le croire, je ne vais pas les contredire. » Il se croyait Dieu sur terre, mais n'était que le fidèle d'une poudre blanche. L'influence de cette drogue, qu'il affichait publiquement dans les médias, vu droguer plusieurs fois devant les caméras, font de lui une personne dangereuse, prête à tout pour satisfaire son manque. Chez lui, sa carrière n'était pas tracée que sur des contrats, mais aussi sur une table. De cette table, avec cette ligne blanche, sont nées ses fréquentations, ses compromissions et ses trahisons. Il ne se contentait pas de consommer, il se soumettait à la poudre, à ceux qui la fournissent, à ceux qui la monnaient, contre des buts truqués ou des matchs arrangés. Jusqu'à ce qu'un jour, ce ne soit plus un ballon qu'il tire,
mais avec une arme sur des hommes. Ce jour-là, Maradona n'a pas visé les cages, mais les visages. Son tir n'était plus un geste de génie, mais un geste de folie, sous l'emprise certaine de la drogue, du tireur du peuple, de l'icône du peuple au tireur du perron. Il n'a pas sombré, de la gloire au déshonneur, il n'a pas chuté. Il a foncé, armé au poing, contre les fondements même de la démocratie, voulant faire taire les voix du journalisme. En conséquence, et au nom de la République, je vous demande de déclarer Diego Armando Maradona des faits suivants et de prononcer la condamnation suivante. Nettoyer symboliquement la ligne médiane d'un terrain de football à l'aide d'une brosse à dents, pas pour ses dribbles, mais pour chaque ligne blanche qu'il aurait prise en dehors du terrain. Interdiction de prononcer le mot génie durant 10 ans, parce qu'un homme qui confond cocaïne et inspiration ne mérite pas qu'on l'appelle génie. Travaux d'intérêt général dans un centre de désintoxication, avec pour mission d'écouter sans parler ceux qui l'a inspiré à sombrer. C'est ce genre de fait dont parle la République quand elle affirme que nul n'est au-dessus des lois. C'est ce genre de comportement qui, dans n'importe quel tribunal de France, vaudrait à un citoyen ordinaire d'être lourdement condamné. Alors, je vous pose la question. Si c'était vous, si c'était moi, si c'était l'un de vos voisins, de vos enfants, de vos amis, pensez-vous qu'ils auraient bénéficié de la même indulgence, de la même patience, de la même complaisance? Non! Ils auraient été jugés, punis, et personne n'aurait plaidé le génie. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas eu de ballon d'or entre les mains? Juste un casier judiciaire peut-être, ou une adresse en Seine-Saint-Denis? Et pourtant, nous rêvons de justice ici aussi, dans ce département, dans cette ville du Pré-Saint-Gervais. Monsieur Le Borgne, vous n'êtes pas contre cette idée, je suppose. Ne rougissez pas, vous avez bien raison. Vous avez bien raison de vouloir une justice qui ne s'agenouille pas devant les stars ou devant les politiques. Car oui, la personnalité entre dans le jugement, c'est vrai. Mais la personnalité ne doit jamais effacer la responsabilité. Et la personnalité de Diego Armando Maradona, telle que décrite par les faits, les preuves et l'histoire, n'est pas celle d'un héros, mais celle d'un homme dangereux. Dangereux pour lui-même, pour les autres, pour les plus jeunes, pour l'exemple qu'il laisse. Alors oui, la peine que vous prononcerez ce soir sera aussi un message qui dira ceci. Dans une démocratie, la gloire ne protège pas de la justice. Et la loi ne tremble pas face à la popularité. Alors, face à l'homme de l'a priori main de Dieu, opposons enfin la main aveugle de la justice, sa balance et son épée brandie, face aux pauvres comme aux puissants, et condamnons Diego Maradona à la hauteur de ses crimes. Nous parlons ici de quelqu'un dont la vie peut être critiquable, mais qui n'est plus de ce monde. Ne pensez-vous pas que lorsqu'un individu est devenu un mythe, on retient de lui ce qui constitue cette mémoire exceptionnelle, et que l'idée de le ramener aux citoyens ordinaires, c'était ça votre réquisitoire, est une manière de ramener le mythe à une dimension qui n'est pas la sienne. Merci de votre question, monsieur Le Borgne. Premièrement, bien évidemment, je vous rejoins sur ce point, mais telle est la magie de l'éloquence. Ce soir, Diego Maradona est vivant et il va témoigner à la fin de ce procès. Bien évidemment qu'une personne décédée laisse un héritage, et cet héritage doit servir d'exemple, donc de modèle, donc bien évidemment garder les mauvais passages de la vie d'un mythe sont à rester secrets, mais dans le cadre de ce procès aujourd'hui, il mérite d'être accusé comme tout homme. Et là, tout est mon message dedans. Vous êtes d'accord avec l'idée, je crois que c'est Brassens qui chantait ça, que tous les morts sont des braves types? Je pense que c'est plus un lot de consolation, puisque une fois que la personne est morte, on ne peut plus vraiment agir ou la faire souffrir des crimes qu'elle aurait commises. Donc on préfère se dire que c'est des braves types, de toute façon on ne peut plus agir.
Maître, au cours de votre, monsieur l'avocat général, au cours de votre réquisitoire, vous avez beaucoup évoqué la vanité de Maradona et son comportement amoral. La question que je me pose, juge-t-on en droit ou juge-t-on au regard de normes morales? Je n'aurai pas l'audace de vous expliquer le droit non plus à vous, mais de ma faible connaissance d'étudiant en école de commerce, il y a une partie qui est basée sur les actes, les faits, d'un point de vue juridique, des procédures, et tout l'enjeu d'analyser la personnalité, c'est de voir que cette personne, qui a certes cette célébrité, n'agit pas uniquement dans le bien des autres, comme on ne juge pas un homme qui est dans une association, qui travaille dans une vie associative, de la même manière que celui qui n'a pas de travail en France. Alors je trouve ça totalement cohérent de mettre en place ces points-là lors de ma plaidoirie. Merci pour votre plaidoirie. Maître, vous nous aviez demandé des travaux d'intérêt général et de nettoyer la ligne médiale d'un stade de football. J'aimerais m'interroger maintenant ici, pourquoi ces choix? Et pourquoi pas le choix de l'emprisonnement? Est-ce le procès de la honte? Merci de votre question. Là est tout l'enjeu de ce procès. Comme l'a dit M. Le Borgne, c'est un mythe. Comme l'a dit M. de Bonaventure, excusez-moi, c'est une grande personne qui a fait de belles choses. Et bien évidemment, on enferme quand il n'y a pas de réinsertion aussi. On enferme quand la personne est dangereuse aussi pour les autres. Elle était principalement dangereuse pour elle-même. Et c'est surtout l'exemple qu'elle a laissé à cette jeunesse. Pour moi, ces peines sont exemplaires, mais ces peines sont aussi un message. Quand on voit l'un des plus grands footballeurs de l'histoire nettoyer à l'aide d'une brosse à dents un terrain de foot, on se rend compte que la justice ne tremble pas face à la popularité. Mesdames et messieurs, chers jurys membres du tribunal, je me lève devant vous non pas pour juger un homme, mais pour traduire devant vous un mythe devenu monstre, un héros gangréné par la corruption, un symbole déchu. J'ai nommé Diego Armando Maradona. Il était une fois un enfant des bidonvilles, un gamin aux pieds d'or, né dans la poussière et rêvant de gloire. Villa Fiorito, un beau jour d'octobre 1960, un quartier où la vie coûte moins cher qu'un ballon de cuir. Un enfant surgit du néant. Il a le dribble de Dieu et déjà le regard d'un homme qui sait que tout se paye. Mais ce conte de fées ne connaîtra malheureusement pas de fin heureuse. Car ce n'est pas le football qui l'a couronné. Et hélas, c'est le vice qui l'a couronné. Lui-même disait, si je n'étais pas devenu footballeur, je serais mort ou en prison. Triste prophétie, aujourd'hui confirmée par les faits. Messieurs, mesdames les juges, il ne suffit pas de naître dans la misère pour justifier toutes les dérives. La grandeur ne réside pas dans l'excuse, mais dans le dépassement. Et Maradona a préféré se vautrer dans la boue de ses démons plutôt que de s'en libérer. Le 22 juin 1986, un quart de finale de Coupe du Monde se joue. L'Argentine contre l'Angleterre. Stade Azteca à Mexico City, nous jouons la 51e minute. Le monde entier est suspendu à un ballon. Diego saute, bras tendu, et il frappe le ballon de la main. But, scandale. Il déclarera plus tard c'était un peu la main de Maradona, un peu la main de Dieu. Mais non, monsieur Maradona. Ce n'était ni divin, ni malin. Ce fut un crime contre l'esprit du jeu, un viol de la loyauté. Ce acte ne fut pas un accident, ce fut une stratégie cynique. Et ce crime a eu des victimes. Écoutez Steven Burns disant à l'époque, jeune anglais passionné. J'ai pleuré ce jour-là, je croyais au fair play. Maradona a détruit ce rêve. J'ai arrêté le football, je n'ai plus jamais touché un ballon. Un enfant passionné donc brisé par une légende, par une fraude érigée en légende. Entre 1991 et 1994, M. Maradona a été plusieurs fois positif à la cocaïne et à d'autres types de drogues. En vertu de l'article 368 du Code pénal argentin, la possession de stupéfiants, même pour usage personnel, constitue une infraction pénale. Il percute aussi un bus scolaire à La Havane, bien évidemment en état d'ivresse. Mais plus encore que l'illégalité, c'est l'empreinte morale que je viens d'énoncer. À Naples, il est idolâtré. Il se promène sous cocaïne, entouré de prostituées, au volant de bolides, croisant chaque jour des enfants qui le prennent pour modèle. Lucia Ferretti, 34 ans aujourd'hui, témoigne. Mon frère,
idolâtrait Maradona. Il l'imitait dans tout. Il a commencé la cocaïne à 13 ans, il est mort d'une overdose à 19. Maradona n'a jamais su, mais nous, on n'a jamais oublié. Le crime n'est pas toujours dans le sang versé, non. Il est aussi dans l'innocence sacrifiée. Maradona frappait ses adversaires sur le terrain à coups de genoux, de coudes ou de poing, notamment en 84. 3 joueurs au sol après le passage de la tempête maradonienne. Le chaos. Et dans les gradins, un père, sa fille de 8 ans à côté de lui, elle pleure et lui murmure. C'est pas ça. Le football, ma fille, c'est pas ça. Et pourtant, c'était ça. Maradona n'était pas un joueur. Il était une tempête habillée en short. À Naples, il fréquente la Camorra. Des appels téléphoniques le reliant au clan Giuliano. Prostitution, cocaïne, dîner secret. Le prix de son silence? Des buts. Ceci s'appelle collusion avec organisation criminelle, poursuivable en vertu de la loi italienne antimafia de 1982. Mais n'allons pas nous éterniser sur ce sujet-là. J'aimerais recentrer cette plaidoirie sur l'idolâtrie destructrice que les fans vouent à Maradona. Ce n'est plus un sportif, c'est une religion profane. Et comme tous les faux dieux, il conduit ses fidèles à l'abîme. Maradona n'est pas un héros tragique, c'est un criminel vénéré, un génie sans vertu. Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici pour faire le procès d'un homme, encore moins d'un footballeur. On pourrait faire le procès de tous les footballeurs qui ont procédé et succédé à Maradona et qui sont aujourd'hui l'objet de toutes les dérives et de toutes les adulations. Mais comme Robert Badinter qui s'attachait à faire le procès des causes et non des hommes, c'est celui d'une cause que j'aimerais aborder avec vous. La première de toutes les causes, c'est l'idolâtrie. Regardez dans quel monde on vit. Maradona est un symptôme, un symbole du panem et des Romains, du pain et des jeux. Maradona n'est que la poursuite du spectacle pour divertir et détourner le regard du peuple des vraies préoccupations qui sont le pouvoir politique. Maradona, au fond, n'est qu'une victime. Mais il en est aussi le coupable, puisqu'il a accepté cette idolâtrie. Il en a même fait un business, puisqu'il est devenu riche et qu'il a joui de cet argent. J'accuse donc Maradona de poursuivre cette idolâtrie et de l'amplifier, d'être au fond ce que l'Église exécrait, ce que l'islam exècre aussi, c'est-à-dire l'idolâtrie mal placée. Au fond, vous allez me dire, est-ce que la religion est-elle bien placée pour parler d'idolâtrie? Je vous répondrai que la religion comporte des dogmes qui unifient les valeurs spirituelles sur l'économie, sur la vie en cité, sur les liens entre les hommes. Mais Maradona, que vous offre-t-il? Maradona n'est qu'au service du libéralisme. Le football n'est plus qu'une illustration vulgaire du libéralisme. Regardez le prix du maillot, 100 €. Vous imaginez un gamin de banlieue dont les parents sont au chômage, qui leur demande de lui acheter un maillot à 100 €? Vous vous rendez compte? C'est ça qu'incarne Maradona. Il incarne l'idolâtrie mal placée. Est-ce que l'islam ou le christianisme vous demandent de telles aberrations? Ces religions avaient des lois vis-à-vis de l'économie et vis-à-vis de la vie en cité. Et en cela, elles réunissaient les peuples autour de valeurs uniques. L'idolâtrie dans le football est mal placée et dangereuse. Elle ne permet pas la réflexion sur la vie en cité. Elle n'est qu'un instrument au service d'un libéralisme capitaliste. J'accuse donc Maradona d'en être le fervent serviteur. Et en cela, il faut le condamner à l'oubli. Il faut le condamner à rembourser tous les jeunes qui se sont endettés pour avoir une place, pour voir un match qui dure 90 minutes et qui le consacre lui et non le peuple. Je condamne Maradona à rembourser tous les maillots qui ont été achetés en son nom et qui n'ont fait que bercer d'illusions un peuple qui avait faim. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé des autres chefs d'accusation. La violence sur le terrain de foot, la tricherie, la corruption, le blanchiment, la consommation de drogue. Mais tout cela n'est que le corollaire, ce qui découle de cette sacralisation. Au fond, vous lui avez donné comme à un enfant gâté, vous lui avez donné tous les pouvoirs. Eh bien, il s'autorise à toutes les dérives. Abolissez cette idolâtrie, vous abolirez tout ce qui peut déclencher des comportements déviants. Parce que le pouvoir, et là je vous invite à lire Machiavel, tous les pouvoirs amènent aux plus grandes dérives. Alors Maradona bien sûr a été violent, je vous demande de l'accuser pour violence. Il s'est battu sur les terrains, il a pris les terrains de football comme une arène, comme un octogone du UFC. Je vous incite pour ne pas qu'il donne aux jeunes un exemple qu'un footballeur doit être violent, à le condamner de la plus vile des manières. L'un des seuls chefs d'accusation sur lesquels je vous demanderai d'être clément, c'est celui du copinage avec les dictateurs. Au fond, Maradona était un enfant du peuple. Oui, il avait des copains que l'on appelle dictateurs ici. Mais l'avocat que je suis doit être également honnête sur les conditionnements que peuvent subir des enfants qui ont vécu dans l'Amérique latine bercés par des Che Guevara,
des Fidel Castro, alors je ne suis personne pour lui reprocher d'être copain avec Fidel Castro. En revanche, je vous demande de le condamner sévèrement sur tous les autres points que je vous ai mentionnés. J'aimerais attirer votre attention sur une dernière chose. Vous, les Occidentaux, vous choisissez qui est dictateur et qui ne l'est pas. Est-ce que je vous reprocherais d'avoir été proche de tel ou tel homme politique qui est aujourd'hui en prison? Est-ce qu'aujourd'hui, je vous qualifierais de copain de voleur, copain de dictateur ou copain de corrupteur? Non, car au fond, je ne suis personne pour vous juger. Et je sais qu'on est tous enclins à se saisir des flairs du mal, mais aujourd'hui, je ne fais que déverser quelques bonbons à vos pieds, monsieur Le Borgne, parce que les fleurs, c'est périssable. Je vous demande donc la condamnation morale de Diego Maradona pour atteinte à l'intégrité sportive, à la jeunesse et à la vérité, la destruction symbolique de toute statue ou sanctuaire à son nom, et leur remplacement par une plaque. Ici, un homme a trahi ce que le sport a de plus sacré, la justice. La création d'un fonds Maradona, non pas pour le glorifier, mais pour financer des programmes de prévention contre la drogue et la violence dans le sport. Et puis, pour finir, il était une fois un enfant. Il s'appelait Alejandro, il vivait à Rosario. Il dormait sous un toit de tôle, jouait pieds nus dans la poussière et rêvait en grand en regardant une affiche déchirée de Maradona. Pour lui, c'était plus qu'un joueur, c'était une promesse. Celle que l'on pouvait sortir de la misère avec du talent, du courage et du jeu. Mais Alejandro a grandi, et avec lui la vérité a poussé. Il a vu l'idole tomber, non pas d'un podium, mais d'un mensonge, trop longtemps entretenu. Ce n'était pas un modèle, juste un homme qui a cru que ses buts effaçaient ses fautes. Il a décroché l'affiche et il n'a rien dit. Aujourd'hui, Alejandro est professeur. Il enseigne l'histoire du sport, pas ses légendes, mais ses leçons. Et à ses élèves, il murmure parfois. Ceux qui écrivent leurs propres légendes oublient souvent d'y inclure leurs victimes. Mon devoir, c'est de raconter leur chapitre. J'ai appris qu'on peut être un maître du ballon et un traître de l'exemple. Et qu'il faut parfois briser les statues pour laisser passer la lumière. Pour Alejandro et tous ceux que l'admiration a un jour blessés, rendons justice, loin des hagiographies, proches de la vérité. Cher tribunal, je vous remercie. Monsieur l'avocat général, je retiens les mots de fin de votre prestation. Il faut parfois briser les statues pour laisser passer la lumière. Très belle phrase. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas cette tendance justement à vouloir ériger des statues et à considérer que toute personne, toute star au fond est parfaite? Est-ce que donc c'est pas notre propre tendance à créer des idoles et ensuite à les défaire qu'il faut condamner? J'ai pas compris la fin de la question, est-ce que vous pouvez répéter? Oui, est-ce que c'est pas au fond notre tendance à consacrer des idoles et à les piétiner avec la même vigueur qui nous a poussé à les consacrer qu'il faut condamner? Ça peut, mais j'aimerais défendre les créateurs, enfin, sur ce concours d'éloquence, j'aimerais défendre les créateurs de la statue de Maradona. La statue de Maradona a été créée avant qu'il y ait toutes ces polémiques. Du coup, au regard de la jeunesse et de l'humanité de la population argentine, il est mieux de détruire cette statue-là parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes savent que Maradona n'est pas une bonne personne. Alors, vous avez beaucoup évoqué, en toile de fond en tout cas, le divin, le spirituel dans votre plaidoirie. Et au moment où vous avez parlé des liens entre Maradona et la Camara, a démarré la musique de Gangsta Paradise. Y voyez-vous un signe du ciel? Rien n'est laissé au hasard. Le destin existe pour moi. Donc j'y vois pas spécialement un signe du ciel. Peut-être que le voisin écoutait mon discours et il s'est dit que c'était le moment opportun pour lancer cette musique. Monsieur le procureur, ne pensez-vous pas que, en tuant un mythe, en détruisant la statue, pour reprendre votre propre mot, on prive au fond peut-être des millions de personnes d'un rêve? En condamnant Maradona, est-ce que vous condamnez une faute
ou est-ce que vous condamnez ceux qui le voient un peu comme un porteur d'espérance? Moi, je condamne Maradona, enfin, je condamne la faute et pas le fait que ça soit un porteur d'espérance. Pour moi, il y a plusieurs autres célébrités dont la jeunesse peut s'inspirer. Et Maradona n'est pas forcément le bon exemple. Au vu de ses fautes, je pense qu'il est mieux de le condamner. Vous avez aussi dit qu'il était la victime de l'idolâtrie. Mais à partir du moment où son comportement dépend de ceux qui l'ont érigé précisément en un mythe, qui l'ont idolâtré, est-il si responsable que cela? Je réfléchis. Il n'est pas si responsable que ça, mais ses actes découlent, comme vous l'avez dit, de l'idolâtrie que les gens lui ont portée. Moi, je pense pas que ça découle de ça, que cela découle de ça. Je pense que, je sais pas. Vous avez gagné. De rien. Vous avez entendu l'accusation. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir écouter la défense. Et j'appelle à la barre Naïl comme premier défenseur de Maradona. Mesdames et messieurs les jurés, cher public, je ne suis pas surpris. Non, je ne suis vraiment pas surpris. Je ne suis pas surpris d'entendre encore une fois, tenez-vous bien, qu'il s'agirait du procès d'un homme et non d'un joueur. Monsieur l'avocat général, pardonnez-moi cette esquive, mais vous vous trompez. Car cet homme que vous accusez n'a jamais été qu'un simple homme. Il a été un mythe, une légende, un dribbleur de loi, de lignes et parfois, oui, de limites. Alors oui, il est un homme, mais c'est aussi et surtout Diego Armando Maradona. Et quand on porte un tel nom, on n'est plus jugé pour ce que l'on a fait, on est jugé pour ce que l'on incarne. Pour certains, pour vous, il incarnera l'excès, la vanité, la démesure, peut-être même la décadence, mais pour d'autres, pour moi, pour des millions, pour la plupart en vérité, il incarne le football, il transpire le football, il transmet le football, et avec lui tout ce que ce sport porte de plus beau. La passion, oui, la rage, certes, et naturellement l'erreur, car oui, elle est humaine. Ce soir, je vous invite à regarder cette affaire avec lucidité. La justice a pour vocation d'être impartiale, de ne voir ni le maillot, ni le palmarès. La justice a pour vocation d'ignorer les titres, les couronnes, la notoriété, le statut, le patrimoine du justiciable. Mais soyons honnêtes, on ne juge pas de la même manière le petit dealer du coin de la rue, le grand patron soupçonné de trafic d'influence, le supporter du Paris Saint-Germain qui, samedi dernier, dans l'euphorie de la première victoire en Ligue des Champions du club, s'est laissé emporter et a brisé une vitre. Et enfin, l'ancien président de la République inculpé pour corruption. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de juger mon client différemment, je vous demande bien au contraire de le juger entièrement. Entièrement avec ses fautes, bien sûr, mais aussi avec son histoire, son casier judiciaire, ses excès, ses vertiges, et surtout avec ce qu'il représente. Un symbole, un repère, une figure pour toute une génération. Car pour beaucoup, Maradona, c'est l'incarnation d'un rêve. Le rêve de ceux qui n'avaient rien, sinon un ballon, parfois un mur et souvent une rage. Alors oui, messieurs les jurés, vous ne jugerez pas Maradona différemment parce qu'il est célèbre, mais vous prendrez en compte ce qu'il a été, ce qu'il est, et ce qu'il symbolise pour ceux qui n'ont pas la parole ici ce soir, cette jeunesse populaire dont je suis aujourd'hui l'étendard et qui vous affirme que cet homme était une lueur d'espoir, un semblant de méritocratie peut-être, mais surtout une possibilité de rêver grand. Rendez-vous compte, ce que l'on reproche aujourd'hui à mon client, c'est que les gens l'aient aimé, peut-être un peu trop, admiré, idolâtré. Mais vous, monsieur, par exemple, n'avez-vous jamais pris pour modèle un homme inspirant ?
Et bien heureusement d'ailleurs. Car si l'on ne peut plus admirer, si l'on ne peut plus rêver, si l'on ne peut plus s'évader qu'un court instant, ne serait-ce que le temps d'un match, le temps d'un but, alors dites-moi, à quoi bon? Heureusement qu'il existe dans nos vies des figures qui nous tirent vers le haut. Et si certains vont jusqu'à les diviniser, c'est peut-être justement parce qu'ils ont besoin de croire, besoin d'espérer, besoin de rêver. Et ce soir, nous avons d'ailleurs la chance d'avoir parmi nous Maître Le Borgne, l'un des plus grands pénalistes de notre époque. Eh bien, je vais vous dire une chose, heureusement que tous ces gens existent, qu'ils inspirent, qu'ils éclairent, qu'ils élèvent. Non, il ne faut pas les diviniser, mais les admirer, oui. Les admirer comme nous admirons tous ce soir encore Diego Armando Maradona. Vous le savez, mesdames et messieurs les jurés, la célébrité attire le pouvoir, lui, attire l'argent, l'argent fait tourner les têtes, et tout ça mis ensemble attire la poudre, la blanche, la cocaïne, la machin, la zipette, peu importe le nom, le poison est le même. Mais attention, attirer la drogue, en consommer, c'est une chose. Être accusé de collusion avec la mafia en est une autre. Et l'amalgame est trop facile, trop tentant, trop dangereux. Maradona a-t-il consommé? Oui. L'a-t-il nié? Non. En a-t-il fait la promotion? Jamais. Il le dit lui-même dans une interview à un journaliste. Sais-tu quel joueur j'aurais pu être si je n'avais pas connu la cocaïne? Il ne s'en vante pas, il s'en désole, il s'en accuse presque, il s'en confesse. Et reprocher à une célébrité de tomber dans la drogue, c'est facile. Très facile, trop facile. Alors prenons un peu de hauteur sur cette question de consommation et posons-nous les vraies questions. L'œuf ou la poule? Autrement dit, le fautif est-il le consommateur ou l'offrant, le vendeur ou le client, le fort ou le faible, le détenant ou le dépendant? Eh bien moi je crois ceci, tant qu'il y aura de l'offre, il y aura de la demande. Et accuser ce soir mon client de consommation sans regarder plus loin, c'est fermer les yeux sur un système bien plus vaste, bien plus pernicieux. Ne nous trompons pas de cible, ce n'est pas Maradona qui a créé ce système, c'est ce système qui a englouti Maradona. Alors ce soir, ce n'est pas le procès d'un homme, ce n'est non plus le procès d'un joueur, c'est le procès d'un englouti. D'un homme qui s'est fait aspirer par le show business. Alors réprimandez-le si vous voulez, mais posez-vous une question. Que seriez-vous devenu si vous aviez eu accès à tout cela? Passer de 0 à 100, de la poussière à la lumière, de l'anonymat à l'idolâtrie, du HLM au palace. Mesdames et messieurs les jurés, ce soir on vous demande de juger un homme, mais pas n'importe lequel, un homme qui n'a jamais prétendu être un saint, un homme qui n'a jamais nié ses erreurs, un homme qui a chuté, oui, mais qui a toujours tenté de se relever. On vous demande de juger Maradona. Eh bien moi, je vous demande de regarder au-delà de Maradona. Je vous demande de regarder l'enfant de Villa Fiorito, ce quartier misérable de Buenos Aires. Regardez le gamin pieds nus sur un terrain de poussière. Regardez ce môme qui s'est battu contre la faim, contre la pauvreté, contre la drogue, contre lui-même, et qui malgré tout a offert de la beauté, de l'espoir à des millions. Ce soir, on ne juge pas un dieu, encore moins un démon. On juge un homme avec ses grandeurs, ses failles, ses vertiges. Et vous savez quoi? S'il est tombé, c'est peut-être parce qu'il avait volé un peu trop haut. Alors ce soir, si vous devez rendre un verdict, faites-le avec justice, oui, mais surtout faites-le avec humanité. Car le ballon est rond, la ville est beaucoup moins, et parfois il suffit d'un faux rebond pour que même les plus grands tombent. Maître, merci pour votre plaidoirie. Alors, vous nous dites, Maradona a consommé, il a reconnu avoir consommé. Ma question est très prosaïque, mais a-t-il trafiqué? Jamais. Maradona s'est compté de consommer, ce n'était juste un consommateur, rien qu'un consommateur, un simple consommateur. A-t-il entretenu des liens avec des trafiquants? Naturellement, quand vous êtes consommateur, vous entretenez des liens avec des réguliers, trafiquants. enfin plus que des liens d'acheteur à... Jamais. Merci maître. Peut-être une deuxième question. Au fond, vous nous dites que la justice n'est pas la même pour tout le monde. Diriez-vous qu'elle est plus sévère avec les puissants en réalité? Je vous laisse poser la question à monsieur Nicolas Sarkozy.
un moment, c'est dans le droit fil de ce que vient de vous dire mon assesseur. Vous avez à l'instant dit que ceux qui inspiraient le plus grand nombre devaient être traités différemment, qu'il fallait prendre en considération ce rôle finalement moteur qu'ils jouaient dans la société. Alors, explicitons peut-être cette pensée d'une manière simple. Les grands méritent-ils une indulgence que l'homme du peuple n'aurait pas? Jamais. Mais vous savez, quand on est grand, ce n'est pas une raison pour être réprimandé plus fortement. Et c'est d'ailleurs ce que je vous ai plaidé. Je ne vous ai pas plaidé de juger mon client différemment. Je vous ai plaidé de le juger entièrement. Ne pas s'attarder seulement à sa consommation de cocaïne, à ses liens plus ou moins entretenus avec telle ou telle organisation terroriste. Je vous ai demandé de le juger avec tout ce qu'il incarnait, avec l'espoir qu'il a donné à beaucoup et le grand homme que c'était, au-delà de sa simple consommation de stupéfiants. Et pour répondre à votre question, non, la justice a pour vocation de traiter tout le monde de la même manière. Et cela serait bien triste, et c'est bien triste d'ailleurs quand on voit que certains passent un peu au-delà de ça. Maître, j'aurais peut-être une toute dernière question, du coup très rapide. Est-ce que vous demandez la relaxe de votre client? Oui, je demande la relaxe aujourd'hui sur ce beau terrain du Pré Saint-Gervais. Pourquoi ne pas demander la relaxe? Certains ont demandé de laver le stade avec un dentifrice ou je ne sais quoi. Moi, je ne suis pas un amateur, je vous demanderai la relaxe tout bonnement et simplement. Mais vous nous avez dit que vous reconnaissiez un certain nombre d'infractions. Alors on les oublie, celles-là? Vous savez, il y a des gens qui sont tous les jours relaxés pour consommation de stupéfiants. Au pire, on s'attend à une amende, mais jamais à de la vraie condamnation, mis à part en cas de récidive. D'accord. Chers membres du jury, la différence entre un rêve et la réalité, c'est certes le talent, mais c'est avant tout une date. Un moment qui s'offre à vous et qui vous sourit. Un instant de vie plus ou moins long qui vous ouvre la porte du succès. Cette date, mon défunt client Maradona y était. Cet instant, Diego l'a pleinement traversé et nous a fait vibrer de son talent. Petit moment de nostalgie pour les seniors de la salle. Le 22 juin 1986, il marque un but de la main, tel que Dieu l'a écrit, c'était son destin. Un destin en or qui se transformera en plomb, mais un amour du public demeurant intact, une personnalité forte, unique, sulfureuse, autant admirée que critiquée, avant tout sincère. Mon client, bien que décédé, son cœur battant encore dans les poitrines de passionnés de football, restera gravé dans le marbre des personnalités les plus iconiques que ce monde ait connues. Une icône, tant dans le bien que dans l'excès, tant dans la charité que dans l'avarice, tant dans l'amour que dans le sang. Cher juge, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et l'âme a ses faiblesses que la conscience tolère. Tolérant, c'est ce que je vous demande d'être aujourd'hui. Tolérant envers un brillant artiste qui a dédié sa vie à son art, tolérant envers un enfant des bidonvilles qui, anéanti par la pauvreté, s'est battu corps et âme pour s'en sortir. Tolérant envers un homme, certes, mais aussi envers un pays, des supporters, des fans de football qui, malgré ses écarts, ont décidé de le soutenir et de l'aimer. Cet amour, selon les avocats de l'accusation, s'apparente à de la divination, alors qu'il s'agit d'une pure célébration d'esprit lui vouant une totale admiration. J'en conclus que l'addition de vos allégations, délations et affabulations ne sont qu'aberrations. Et si une minorité de personnes, bousculées par la sombritude de la vie, ont tenté d'en faire un dieu, pouvons-nous reprocher à mon client d'avoir été lui-même? Pouvons-nous jeter l'anathème sur une personne qui, par sa capacité à dissiper les peines, a fait naître de la foi dans le cœur des désespérés, leur faisant oublier leurs conditions inhumaines? Et est-ce la seule chose qu'avez-vous retenue de mon client? Avons-nous oublié le bien qu'il a procuré,
aux endeuillés, aux pauvres gens, aux dépressifs, aux désespérés, aux orphelins, aux divorcés, aux hommes de droite, de gauche, du centre, si bien qu'ils existent. Mais bon, comme on dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Au lieu d'être admiré pour sa bonté, il est jugé pour ses excès. À ce sujet, lors de ma longue réflexion autour de ma stratégie de défense, je me suis longuement questionné sur la condamnation de l'excès. Peut-on condamner l'excès d'un individu passant de rien à tout? Et en réalité, les hommes dotés d'un excès de talent sont excessifs dans tout. Cela fait partie de leur nature. Mon client a hérité d'un don si grand, si immense, qu'il engendre par voie de conséquence des déséquilibres. Et sombrer dans les déplorables excès de la vie, n'est-ce pas la pire des condamnations? Finir derrière les barreaux de la débauche, de la démesure, de la surabondante immodération sans pouvoir s'extirper, s'écrouler devant ses passions, c'est être prisonnier de sa nocive tendance maléfique, et qui vit d'excès, meurt d'excès. De surcroît, la vie est parfois remuante, et chacun se réfugie là où il peut, là où on l'accueille, là où on lui ouvre les bras, là où on lui donne de l'amour. Certains tombent dans les bras de leurs femmes, de leurs enfants, pour les plus coquins de leurs maîtresses. Malheureusement, mon client est tombé dans le piège tendu par la mafia qui a abusé de lui, de son influence et de ses richesses. Lorsqu'il commettait une infraction, c'était souvent par pression, par peur de représailles de la Camorra napolitaine. Oui, cette mafia que l'on voit que dans les films qui terrorise la population par sa violence. C'est eux que l'on doit juger en partie aujourd'hui. Cher juge, Paris valait bien une messe, l'Argentine vaut bien une grâce, du Pré Saint-Gervais à Buenos Aires, le monde attend que la peine s'efface. L'absence de prononcé de peine pénale adoucira certainement la peine de cœur de tout un pays, de millions de personnes attendant impatiemment le verdict. Enfin, je tiens à dire que le verre devient tranchant que lorsqu'on le brise. Et c'est un homme brisé par la vie, frappé par la mort que l'on juge aujourd'hui. Mais vous savez, les personnes de ce standing ne meurent jamais. Ils se recomposent à l'intérieur de nous, par les souvenirs que l'on se remémore d'eux, par le sourire esquissé d'un vieillard qui se rappelle de Diego, le Diego, notre Diego Armando Maradona. Merci. Mon cher maître, on retient de votre plaidoirie que certains êtres semblent livrés à l'excès, un peu par une sorte de destin, et que cet excès serait porteur de réussites exceptionnelles, mais aussi d'égarements. Tout à fait. Doit-on comprendre votre propos comme visant une sorte de déterminisme qui aurait frappé votre client, tant pour le rendre célèbre et soutien du rêve de bien des millions de personnes, que pour commettre certaines fautes? En un mot, plaidez-vous qu'il soit irresponsable? Pour certaines infractions, je pense qu'il était irresponsable, parce qu'il faut savoir qu'il avait la mafia napolitaine derrière lui et qu'il subissait d'énormes menaces. Mais sur l'excès, je pense que lorsqu'on est doté d'un talent si immense, l'excès est plus facilement accessible. Premièrement, parce qu'il vient des bidonvilles et que ses fréquentations sont parfois mauvaises, mais également parce que lorsqu'on touche à l'argent aussi rapidement et d'une manière aussi brutale, l'excès est à nos portes et on peut y tomber beaucoup plus facilement. Surtout à l'époque, lorsque les footballeurs n'étaient pas si bien entourés qu'aujourd'hui. Vous avez dit aussi qu'on ne retenait que ces excès, ce qui est vrai, puisque le procès d'aujourd'hui ne retient que ces égarements. Comment mettez-vous dans ce procès son action footballistique et tout ce qu'elle a porté comme rêve pour l'humanité?
comme vous l'avez certainement entendu dans mon discours, j'ai essayé de parler de la peine qu'il a dissipée, non seulement dans son pays, mais également à Naples. Il faut savoir qu'à Naples, on lui voue une totale admiration. Maradona, c'est un peu un Nelson Mandela. C'est quelqu'un à qui on s'identifie. C'est quelqu'un à qui, malgré tous ses excès, on veut donner notre confiance et lui vouer une totale admiration. Merci maître. Je venais de dire à mon président vénéré que je n'avais qu'une question à vous poser, mais du coup j'en aurai deux. La première, c'est pour rebondir au fond sur sa question. J'ai lu dans votre plaidoirie des accents jansénistes que je ne vous avais jamais connus jusqu'alors. Et je rebondis, du coup, je lui repose peut-être la question qu'il vous a posée, mais diriez-vous qu'il existe une forme de prédestination dans le destin de votre client, qu'il est en quelque sorte prédestiné à ses excès? Monsieur Xavier de Bonaventure, je pense que vous êtes catholique, vous croyez en Dieu, et bien sûr, il existe un destin. Merci, j'apprécie votre réponse. La deuxième, du coup, j'aimerais que vous me disiez quels étaient les excès de Nelson Mandela. Aujourd'hui, je suis présent pour défendre Diego Maradona, et uniquement Diego Maradona. Merci, maître. Une dernière question, maître. Merci pour votre plaidoirie. Vous présentez Maradona comme étant une victime de la mafia qui est devenue auteur. Et pensez-vous que la justice a failli Maradona? Et si oui, pensez-vous pas que l'auteur qu'il est devenu, l'auteur de ces infractions, ne mériterait pas d'être jugé pour les potentielles prétendues victimes de la mafia en Italie et en Argentine aujourd'hui? Vous savez, je suis avocat de Maradona aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire le procès de la mafia napolitaine, mais oui, mon client a bien été une victime, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous demande d'être tolérant et de ne pas prononcer de peine pénale, et de toute façon, la mort, et surtout la mort dans l'excès, est la pire des peines. Merci. Pour terminer, j'appelle l'accusé principal de ce procès, Talel, qui va incarner Maradona. Vous savez, je suis né dans un endroit qu'on n'imprime pas sur les cartes postales. Ça s'appelle Villa Fiorito, Buenos Aires, en Argentine. Une cabane en tôle, pas d'eau courante, pas de toilette. Quand il pleuvait, c'était la boue jusqu'aux genoux. Le ballon, c'était mon unique miracle. C'était ma façon de dire à la vie, je suis là et je vais rêver plus grand que cette misère. Combien de joueurs foulent ce terrain de football dans ce stade mythique du Pré-Saint-Gervais, dans l'espoir de devenir un futur Maradona? Combien de joueurs de la Précane deviendront des mythes, des légendes? Mesdames, messieurs du jury, vous me reprochez d'avoir pris de la drogue. Oui, je le reconnais, j'ai pris de la cocaïne. J'ai commencé à Naples en 1983. Pourquoi? Parce que je m'étais perdu. Parce que je ne savais plus comment être Diego. Parce qu'à chaque fois que je sortais de chez moi, on me touchait comme si j'étais une relique, pas un homme, pas un père, pas un ami, mais comme une idole. Et croyez-moi, c'est un costume trop lourd à porter. L'homme n'est pas fait pour devenir un mythe, car les masques tombent toujours vite. Le mythe s'effondre et le héros s'évanouit. Cependant, l'homme reste. L'homme, c'est moi, Diego. Je ne me suis jamais caché de tomber. Le peuple m'aime parce que je suis cet homme qui, même après avoir flanché, se relève pour continuer l'action et aller droit au but. À Naples, j'étais un roi, mais un roi en cage. Le téléphone sonnait jours et nuits. La mafia m'invitait à des fêtes, à des dîners, je disais oui. Vous auriez dit non? Vous, quand vous êtes entouré de types qui font trembler la ville entière? Et moi, j'étais ce gamin de Fiorito qui voulait juste qu'on l'aime. Vous m'accusez maintenant d'être violent. Je n'ai fait que me protéger. Parlons de Bilbao 1984. Oui, j'ai frappé. Oui, j'ai sauté avec le genou. Et alors? Ce jour-là, j'étais une bombe. On m'avait provoqué, insulté, frappé. Schuster me crache dessus. Il m'avait déjà brisé la cheville 1 an plus tôt. Et la fédération n'avait rien dit. Le football, c'est un sport qui se joue avec ses pieds. Mais ce jour-là, j'ai dû faire usage de mes mains. Mais j'ai dû me battre pour ma vie, pour mon nom, pour l'Argentine, pour Maradona.
Quant aux journalistes en 1984, j'étais tabou. Je sortais de désintox, je m'accrochais à la vie comme un ballon. Et il était là, à tourner autour de chez moi, à prendre mes filles en photo. Alors oui, j'ai tiré avec un fusil à air comprimé. J'ai pété un câble, mais j'ai pas blessé. J'ai juste voulu crier « Laissez-moi respirer ». Je sais que vous l'attendez, vous allez me parler de la fameuse tricherie, la fameuse main de Dieu. 1986, quart de finale contre l'Angleterre. Le monde entier avait les yeux sur nous, et dans nos veines, nous les Argentins, il y avait les morts de la guerre des Malawines. Des gamins argentins se sont fait massacrer par l'armée anglaise. Cette main, elle n'a jamais existé. L'arbitrage vidéo, la VAR n'existait pas. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez, me montrer toutes les vidéos que vous voulez. J'affirme ici avoir mis ce but dans les règles. Ce match, c'était une revanche contre les Anglais, une revanche pour mon peuple. Et juste après, je fais l'autre but. Je dribble 6 Anglais, j'humilie chaque joueur, je les mets à terre avec la seule langue que je parle, le football. Parlons maintenant de mes relations. J'ai été ami avec Fidel Castro, avec Hugo Chavez, c'est vrai, et alors? Ils m'ont traité comme un homme, pas comme un produit. À Cuba, j'ai guéri de la drogue. Fidel m'appelait à minuit pour parler de football, de littérature, de politique. Il m'écoutait, il me respectait. Qui êtes-vous pour les traiter de dictateurs? Je partage leur idée. Je suis communiste, un homme du peuple. Mettre le borgne, être communiste, est-ce être forcément un dictateur? Je vous le dis ici, vous, les Occidentaux, choisissez qui est dictateur ou non. Je ne suis pas un politicien. Je suis allé là où le peuple crée mon nom, et quand le peuple t'appelle, tu réponds. Les fraudes fiscales. L'Italie me réclame des millions. Mais demandez-moi combien je gagnais par mois à Naples. Je ne savais même pas. On me faisait signer des papiers en italien. Moi, j'étais un joueur, pas un fiscaliste. Je dépensais, j'envoyais à mes parents, je donnais à mes amis. J'achetais des maisons pour les miens. J'ai été manipulé, utilisé et puis jeté. Mais ce n'était pas de la fraude. C'était de l'ignorance et de la confiance donnée à de mauvaises personnes. Parlons maintenant de la culte de la personnalité, les fameuses églises maradoniennes. Je ne les ai pas créées, ce sont eux, mes fans, mes bousillés du football. Ils m'ont tatoué sur la peau, ils ont créé une religion. Je suis chrétien, je ne peux accepter l'idolâtrie, parce qu'au fond, c'est pas moi qu'ils adoraient, c'était le rêve, c'était le petit pauvre qui avait battu les riches, qui avait dribblé cette fameuse misère. Mais moi, j'étais pas Dieu, j'étais pas un prophète, j'étais juste Diego. Diego qui voulait qu'on l'aime. Vous pouvez continuer à compter mes fautes, à empiler les accusations, mais n'oubliez pas une chose. À chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé. À chaque fois que j'étais au plus bas, je pensais à ce gamin de Fiorito et je driblais mes démons comme je driblais les défenseurs. Je ne suis pas un modèle, je ne suis pas un héros, je suis un homme avec des génies et des fissures. Mais je suis, à moi tout seul, une histoire de football, de douleur et d'amour. Au lieu de me juger, occupez-vous des peuples opprimés, massacrés, laissés pour compte. Votre justice priorise des petits criminels. Vous n'avez le courage d'aller attaquer les grands de ce monde. Aujourd'hui, on assiste impuissant au massacre de la Palestine, du Congo, du Soudan et tant d'autres. Des criminels sont en liberté, des pédophiles, des violeurs également. Où est la justice? Je ne suis qu'un amuseur, un divertisseur. Occupez-vous des réels coupables. Et puis, au final, la conclusion sera la même. Je suis mort dans mon cercueil, avec seulement des regrets. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous nous dites, je vais commencer au fond par la fin de votre discours. J'aurais peut-être une ou deux autres questions à vous poser, mais vous nous dites, je ne suis mort qu'avec des regrets. De votre vie, vous ne retenez que des regrets? Je ne retiens pas que ça, mais visiblement, vous m'avez appelé aujourd'hui pour parler de mes accusations, donc forcément, c'est ce que je regrette le plus. Mais si vous parliez de mes moments de gloire, de mes moments de prestige, il est vrai que là, je n'exprime pas vraiment de regrets. Ma deuxième question va peut-être vous sembler provocante, mais vous parlez de ce petit jeune que vous avez été de la Villa Fiorito. Est-ce qu'au fond, on peut passer d'une extrême pauvreté à une extrême richesse sans prendre le risque de défaillir? Eh bien écoutez, comme beaucoup de stars je pensais que cela était possible. Je me le répétais sans cesse. Mais visiblement, pour mon cas, à l'aube de ce qu'on appelle la célébrité, je n'ai pas réussi à gravir les échelons d'un coup et rester stable, rester ce petit gamin qui voulait juste rêver
et juste faire du football. Monsieur, à plusieurs reprises, vous avez dit « Et alors ?» Ce qui était une forme de provocation de notre tribunal, auquel vous avez d'ailleurs in fine dit « Mêlez-vous donc d'autre chose, il y a plus important que ce que vous me reprochez. » Est-ce que vous voulez dire par là, indépendamment peut-être de l'inopportunité de cette attitude devant vos juges, mais est-ce que vous voulez dire par là que votre personnalité publique permettait qu'un certain nombre de comportements marginaux soient par vous choisis et que vous considérez que le reproche qui vous est fait aujourd'hui n'a pas lieu d'être? Je vous remercie de cette question, mais je dirais que je suis avant tout un homme. Je suis avant tout un être humain qui certes fait des erreurs, comme tous ici je pense. Et je n'ai fait que mettre en lumière le fait que vous êtes prêts à ramener les morts à la vie, car moi, oui, j'ai déjà été jugé par quelqu'un, Dieu. Alors que pendant ce temps-là, des gens vivants, réalisant des crimes, je pense, plus sidérants que les miens, restent ici, continuent et seront sûrement jugés à leur mort quand tout ne sera plus pardonnable. L'idée que certains soient coupables de faits plus graves que ceux qu'on peut vous imputer, on peut l'entendre. Mais est-ce une raison pour qu'on oublie vos fautes? Je ne pense pas que vous devez les oublier, mais je pense que si vous auriez dû faire un travail, il aurait dû faire avant que d'autres ne le fassent, ou plutôt une personne le fasse, Dieu, qui m'a pris la vie, m'a pris tout ce que j'avais, car oui, aujourd'hui, je suis dans un cercueil, à ne plus pouvoir rien vous dire. Merci à tous. On arrive à la fin de ce procès, mais avant de rendre un verdict, je vous demande de bien vouloir rester quelques minutes de plus pour écouter la joute du jury. Cette année, par rapport aux années précédentes, on teste ce format. Donc, chaque année, des personnes me disent « Est-ce que cette personne est légitime à me juger? Est-ce qu'elle est plus éloquente que moi ?» Alors vous, spectateurs, je vous laisse vous faire un avis, ou en tout cas écouter notre cher jury. Lara fera une introduction sur le sujet suivant. La justice est-elle politique? Je laisse Lara Attia faire une introduction, et puis Maître Jean-Yves Le Borgne nous en parler. Merci de votre écoute. Alors désolée, je fais un essai, car je ne suis pas habituée à parler dans un micro. Okay. Donc quelques mots sur le sujet que portera, je le sais très brillamment, Maître Jean-Yves Le Borgne, ici présent. La justice est-elle politique? Tout d'abord, peut-être adresser ce sujet aux jeunes, voire très jeunes étudiants qui nous ont accompagnés par leur voix ce soir. Avez-vous fait de la politique aujourd'hui? Avez-vous contribué à rendre la justice? En tous les cas, par chacune de vos singularités et de vos discours uniques, de votre timbre de voix et de l'affirmation de vos identités, vous avez créé un écho. Et pour cela, merci. Qu'est-ce que la politique? Le politique. Pour la jeune lycéenne du 93 que j'étais, la politique, ses définitions floues, c'était tout ce à quoi je ne souhaitais pas appartenir, misant sur l'individualité plutôt que le collectif, associant la politique à un mensonge, puisque je regardais davantage ceux qui étaient censés la représenter plutôt que vous ou moi. Mais la politique, peut-être que ce n'est rien d'autre que le rapport incessant que l'on engage avec la société, à nos dépens ou en conscience. C'est la somme de nos individualités. C'est l'exercice du pouvoir en société
et ce pouvoir est en chacun. C'est le pouvoir de se conformer ou de se révolter, de défendre ou d'attaquer, de dénoncer ou d'apporter sa complicité, de s'informer ou d'ignorer, de parler ou de se taire. Et ce choix s'inscrit en chacun de nous, dans la conscience de celui-ci, ou bien dans le refus de choisir. Car si je choisis de ne pas choisir, là encore, je fais un choix. La question qui se pose, c'est de savoir et délibérer si la justice qui est la nôtre en France, est politique. Est-elle indissociable de la politique, la justice? Se place-t-elle en dessous, au-dessus? Une avocate qui a considérablement marqué l'évolution de la justice américaine, Ruth Bader Ginsburg, avait repris ces mots qui m'ont énormément marqué au début de mes études de droit, et elle disait « Un juge ne peut être influencé par la météo du jour, mais il sera toujours soumis au climat de l'époque. » La météo du jour, c'est un individu, une idée, une situation peut-être esselée. Le climat d'une époque, ce serait peut-être des individus qui ne se rencontreront probablement jamais et qui s'assemblent autour de cette idée. Gisèle Halimi, une autre avocate que je porte parfois en moi dans mon engagement, disait qu'elle l'emportait toute sa vie avec elle dans le prétoire. Alors la justice est-elle politique? Si elle est humaine, ma réponse personnelle serait indéniablement positive. Mais si elle tente de se déshumaniser, de se placer au-dessus des hommes, alors elle peut, sans doute, tenter de ne pas l'être. Dans un petit livre qui recense quelques grandes plaidoiries de ce qu'on appelle communément les ténors du barreau français, Paul Lombard disait dans sa plaidoirie de défense de Christian Ranucci en 1976 « N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par le manche. Il faut la chasser de nos prétoires, car lorsque cette prostituée entre par une porte, la justice sort par l'autre. » J'aimerais pouvoir répondre aujourd'hui à Paul Lombard, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, que si l'opinion publique est une prostituée qui ne peut servir la justice, alors la politique en est la maquerelle. Elle est plus insidieuse. Elle nous dirige tous, que nous le sachions ou non, puisqu'elle est inscrite dans chaque être qui vit en société. Et elle est peut-être davantage présente chez celui qui s'en prétend libéré. La justice est rendue pour les hommes, par les hommes, dans une salle composée d'hommes. Et la politique n'a pas à frapper à la porte. Elle y est invitée à s'asseoir, à parler, à délibérer. Réprimer, nous savons qu'elle peut être un danger, oui. Alors peut-être qu'assumée, transparente, lumineuse, empreinte d'honnêteté, nous pourrions peut-être la guider en nous, au lieu de la laisser nous contrôler. Merci. Je laisse la parole à Maître Jean-Yves Le Borgne, qui est, selon moi, l'un des plus grands avocats de sa génération. Donc, quel plaisir de l'entendre ce soir. Mesdames, Messieurs, l'un des éléments de la justice consiste à ce que celui qui juge puisse parfois se mettre dans la situation où il sera jugé. Et c'est ma situation personnelle ce soir, ce qui finalement n'est guère autre chose qu'un rééquilibrage. Se poser la question de savoir si la justice est politique, c'est de savoir si elle est au fond objective ou guidée par je ne sais quelle pression, consciente ou inconsciente. L'idée de l'objectivité me paraît une notion qui est un peu dangereuse, dans ce sens que nous sommes tous traversés par des humeurs, par des passions, par des préférences, par des détestations, de telle sorte qu'il n'y a pas de propos ni de jugement
qui ne soit influencé par ce qui est au fond, banalement, les traits de personnalité de celui qui pose ce jugement. La justice est-elle neutre? C'est ça, au fond, la vraie question. Est-elle l'expression d'une forme de trucage, de pression qui viendrait d'ailleurs, qui se moquerait de l'équité pour installer une opportunité et une préférence suspecte? Il y a dans la neutralité, là aussi, presque comme dans l'objectivité dont je parlais à l'instant, un rêve, une sorte d'exigence bien excessive. Disons que nous serions satisfaits d'une impartialité, c'est-à-dire d'une expression judiciaire dans laquelle aucune préférence individuelle ne viendrait consciemment et presque malicieusement s'insérer. Cela étant, si l'impartialité est le devoir du juge, il faut quand même admettre que cette tendance, cette qualité n'est jamais qu'une tendance vers, n'est jamais qu'un effort en direction d'une perfection que l'on n'atteint jamais. La vie est ainsi faite. Le souci moral n'est pas l'adéquation avec la perfection, mais l'idée de faire de mieux en mieux, de se rapprocher de plus en plus de ce qu'est précisément cette perfection. Combattre ses impulsions, laisser au vestiaire ses préférences, c'est sans doute ce que le juge doit faire, mais est-ce bien ce que l'on lit chaque jour dans la justice? Traditionnellement, la justice, jadis, dans l'histoire, sous l'Ancien Régime, était la chose du roi. Toute justice émanait du roi. Il en reste d'ailleurs, dans notre système actuel, un résidu. Le résidu, c'est le droit de grâce. Le président de la République dispose d'un droit de grâce, c'est-à-dire d'une faculté de modification de la décision judiciaire. Ne trouvez-vous pas cela extraordinaire? Mais on l'a vu récemment. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de l'affaire Jacqueline Sauvage. Cette femme battue par son mari pendant de longues années et qui avait fini par le tuer. Elle avait été condamnée et sous la pression populaire, sous la pression de l'opinion publique, le président de la République lui avait fait grâce, mais grâce d'une partie de sa peine, celle qu'il restait à accomplir. Et il fallait donc, pour qu'elle soit libérée, que le juge de l'application des peines la mette en liberté conditionnelle, ce qu'il a refusé, et ce qui a contraint le président de la République à lui donner une deuxième grâce, de manière cette fois-ci à effacer la décision de justice. Et il y avait là, indiscutablement, je ne m'engage pas sur le point de savoir si c'était équitable ou pas, mais il y avait par l'autorité politique une rectification, voire une annulation de la décision judiciaire. Était-ce bien normal? Il y a dans la circonstance de la justice quelque chose qui, à mon avis, ne peut pas être écarté. La justice est toujours la justice des vainqueurs. Elle l'est d'une manière idéologique, en ce sens qu'elle fait prévaloir un certain nombre de valeurs qui sont celles du temps, qui sont celles de la loi également, mais la loi est le reflet du temps, de telle sorte que on voit un certain nombre d'illustrations qui nous font douter de la réalité non politique de la justice. En août 1940, le général de Gaulle est condamné à mort par le régime de Vichy. En 1945, c'est le maréchal Pétain qui est condamné à mort. Et puis, il y a eu aussi le procès de Nuremberg. Alors, le procès de Nuremberg, on le critique rarement.
je comprends qu'on le critique peu. Car qui aujourd'hui a envie de verser une larme sur le sort qui a été réservé aux tenants du nazisme? Personne ou à peu près. Mais je voudrais pour les juristes souligner un point. Tous ceux du procès de Nuremberg, qui peut-être l'avaient bien cherché, qui certainement l'avaient bien cherché, et qui ont été condamnés, l'ont été au nom du crime contre l'humanité. Or, le crime contre l'humanité a été inventé par le procès de Nuremberg, de telle sorte que la loi, plus que la loi, le principe, qui veut que l'on ne condamne un homme qu'en vertu d'une loi antérieure au fait qu'on lui reproche, c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Ce principe a été foulé aux pieds. Je ne dis pas que la décision du procès de Nuremberg était inéquitable, je crois qu'elle était équitable, mais il y avait là aussi une illustration d'un procès à caractère politique qui était, au fond, la fin de la guerre, qui portait encore le stigmate de la belligérance à travers la justice. Et quand on a assassiné Jaurès, à la veille de la guerre de 1914, qu'a-t-on fait? On a bien sûr emprisonné son assassin, mais l'assassin, qui n'a été jugé qu'après-guerre, a été acquitté, alors qu'il était acquis qu'il avait commis le geste. On ne l'acquittait pas sur un doute quant à sa culpabilité. On l'acquittait parce qu'après la victoire, celui qui avait assassiné le tenant de la paix pouvait bien finalement être pardonné. Allons plus loin. Tout le monde se souvient de Jeanne d'Arc, qui va conduire le roi Charles VII à Reims pour être couronné. Vous voyez que je mélange un peu toutes les époques, ne serait-ce que pour souligner que le caractère politique de la justice est un caractère qui n'est pas d'aujourd'hui. Jeanne d'Arc, donc, est prisonnière dans le cadre de la guerre avec les Anglais, mais prisonnière des Bourguignons, pas des Anglais. Les Anglais la rachètent. Et on est dans une époque où le prisonnier de guerre, il est un peu une monnaie d'échange. Il eût été peut-être convenable que celui qui devait sa couronne à la pucelle la rachetât à son tour, quitte à y mettre le prix. Point du tout. On laissait aux Anglais le soin de se débarrasser de celle qui avait fait un roi qui ne voulait peut-être pas trop voir dans son paysage celle qui l'avait conduit à Reims sur les fonds baptismaux de la monarchie. Il préférait l'oublier. Et comment expliquer que 30 ans plus tard, ou 20 ans, je ne sais plus, mais à peu près 20 ans, un procès s'ouvre à la demande du même roi en réhabilitation de Jeanne d'Arc? Quelle curieuse situation de changement d'humeur. Eh oui, savez-vous pourquoi? Parce que un conseiller de Sa Majesté lui avait dit si Votre Altesse, dans l'esprit du public, a été couronnée grâce à l'aide d'une sorcière, son autorité risque d'en prendre un coup. Et alors le roi, s'avisant que l'aide que Jeanne d'Arc lui avait apportée pourrait se retourner contre lui, a finalement considéré qu'il fallait la réhabiliter, et c'est ainsi qu'elle l'a été quelques 20 ou 30 ans après avoir été brûlée à Rouen dans les conditions que l'on connaît tous. Et puis la justice se mêle, à coup sûr, de phénomènes qui sont liés intimement à la politique. Lorsque, dans les années 44, on va procéder à une épuration des collaborateurs, ceux qui ont été les amis des Allemands qui occupaient la France, c'est une amnistie qui suit immédiatement. De la même façon, quelques 20 ans plus tard ou à peu près, lorsque l'OAS est arrêté et que ses principaux animateurs sont lourdement condamnés, suit très vite
une amnistie. Et là se pose la question de savoir si la décision de justice n'est pas en quelque sorte rendue pour la forme, pour qu'il ne soit pas dit qu'un certain nombre de choses peuvent être accomplies sans que la justice ait une réaction. Et puis après, peu après, lorsque, en quelque sorte, le balai social a été satisfait, on passe un coup d'éponge, c'est l'amnistie, et l'affaire de justice est désormais complètement effacée. L'état de droit, c'est jugé selon le droit, si ce n'est que le droit change, qu'il change en fonction des époques, qu'il change en fonction des sensibilités, et que si l'état de droit, c'est la référence à la loi, cette loi-là n'est pas éternelle. Nous devons prendre en compte l'idée que nos opinions, nos sensibilités évoluent avec le temps. Ça, c'est une forme de constat politique. Au fond, à la question de savoir si la justice est politique, il y a deux réponses. Une réponse consistant à savoir si des influences d'hommes ou de femmes politiques s'exercent pour qu'une décision soit prise dans un sens ou dans un autre. Je crois qu'une longue expérience judiciaire m'autorise à vous dire que ce soupçon est vain. Une autre hypothèse se pose, celle de savoir si les juges sont eux-mêmes motivés par des raisons politiques et calquent en quelque sorte leurs décisions sur ce qui sert leurs intérêts et leurs préférences politiques. Là, la réponse est plus compliquée. Elle est plus compliquée parce qu'il y a à la fois la résistance du juge, à la vertu duquel je crois, la résistance du juge à sa pulsion, à sa préférence, ou au contraire à sa détestation. Mais quel homme, quelle femme est capable de dire qu'il résistera à toutes les passions, qu'il saura dire non, quoi qu'il arrive, à une sorte de dégoût que lui inspirerait celui qu'il doit juger. Il y a indiscutablement au fond de chacun de nous un combat entre cette neutralité, cette objectivité qui apparaît comme une forme d'idéal et ses préférences, ses sentiments, ce carrefour des passions qu'est un individu qui ne peut pas toujours résister à ce qu'il ressent. La justice, elle est comme chacun de nous, à la fois soumise à l'histoire, résistante à toutes les pressions en fonction d'une préférence morale, et finalement, ça rejoint un peu ce dont nous parlions tout à l'heure avec Maradona, la justice, comme les hommes, fait ce qu'elle peut. Alors, c'est le moment du délibéré. Nous allons vous dire les noms des lauréats, mais avant que je ne les annonce, je tiens à dire, et je crois pouvoir le dire au nom de l'ensemble du jury, que nous avions l'obligation d'en choisir 3 sur 6. Mais que nous aurions aimé en choisir 6, tant les uns et les autres ont montré des qualités, une application, une réflexion, et puis aussi un courage. Parce que venir à cette barre, quand on est aussi jeune, ce n'est pas si facile, et nous en avons tenu compte. Alors ces propos étant tenus surtout pour que ceux qui ne seront pas nommés ne se sentent pas exclus, bien au contraire. Nous avons choisi Zahir Mokri, Naïl Amar et enfin Yassi Brahmi. Voilà.
Les autres concurrents sont appelés également à la barre. Diogou, Talel, Mamadou, est-ce que vous pouvez venir? Allez, venez. Je t'avais dit de travailler, Mamadou. Alors, toi tu fais quel... Anne ?